Bonjour à tous. Première rencontre avec le ministre délégué au numérique Jean-Noël Barrot. C'était à l'occasion de France FinTech. Je vous ai réservé cette interview en ouverture de l'édition. On parle de fiscalité, d'encadrement des cryptoactifs et également des startups. Jusqu'où l'État doit-elle les soutenir? Quelles sont les limites aussi et le rôle de l'État dans cette French Tech? Deuxième sujet à la une aujourd'hui, on va parler des outils des dissidents. Plus précisément, quel est le rôle que jouent les technologies dans les conflits comme la guerre en Ukraine ou encore les manifestations en Iran. Et puis deuxième partie, on partira dans la nature, s'intéressera au biomimétisme avec en particulier un focus sur le ver de terre qui inspire beaucoup les ingénieurs. Et on terminera comme d'habitude par notre chronique Où va le web? Mais tout de suite donc, c'est l'interview de Jean-Noël Barrot dans Smart Tech. Rencontre avec Jean-Noël Barrot, le ministre délégué au numérique et aux télécommunications. C'était à l'occasion du France FinTech. On a parlé du message qu'il était venu faire passer à tout ce secteur des crypto-actifs, comment il perçoit l'écosystème français, de quoi ont besoin les startups et quel est le rôle de l'État. Évidemment, on a évoqué les questions de fiscalité, de projet de loi de finances également, et puis des risques de coupure de télécom pour cet hiver. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Bismart et on est en direct de France FinTech qui est sous le thème aujourd'hui de la Révolution 2022. On a tous les grands acteurs de la FinTech qui se donnent rendez-vous ici et nous avons le grand plaisir d'avoir en plateau Jean-Noël Barrot, le ministre délégué à la transition numérique et chargé également des télécommunications. Bonjour Jean-Noël Barrot. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est une grosse semaine FinTech en ce moment en France, mais aussi pour vous puisque vous rencontrez beaucoup les acteurs de ce secteur des crypto-actifs. Vous allez dans quelques minutes donner un discours d'ouverture. Quel est le message important, clé que vous voulez faire passer? D'abord, très heureux de voir un écosystème qui est très dynamique. France FinTech a de ce point de vue-là été depuis un certain nombre d'années un véritable catalyseur. Et puis très optimiste aussi pour ce qui est devant nous, puisque nous avons le premier écosystème FinTech en Union européenne. Les levées qui ont eu lieu ces 6 derniers mois en attestent. Nous avons parmi les 27 licornes françaises un certain nombre de grands noms du domaine de la FinTech qui sont reconnus en Europe et au-delà. Donc tout ça, c'est un motif de fierté. Maintenant, il faut continuer. Et le message clé, alors que vous êtes venu délivrer, parce qu'on a Bruno Le Maire qui a fait des déclarations récemment en disant qu'il voulait que ce soit, que la France devienne vraiment le hub européen de tous ces marchés des cryptoactifs. Donc ça, c'est dans votre feuille de route. Est-ce que vous allez annoncer peut-être des premières mesures concrètes ? Oh, mais vous savez, ça fait depuis quelques années que sous l'impulsion du président de la République et avec Bruno Le Maire, on a beaucoup agi pour accompagner cet essor de l'écosystème sur le plan régulatoire, évidemment, pour le compartiment de la FinTech qui est celui des cryptoactifs, avec un cadre régulatoire suffisamment souple pour laisser se développer l'innovation, suffisamment protecteur pour provoquer la confiance. Et ce cadre régulatoire, c'est celui des PSAN qui a trouvé son public, puisqu'on a plus de 50 acteurs, y compris des acteurs de renommée mondiale, qui sont venus chercher l'enregistrement PSAN en France, et puis qui a trouvé aussi un écho au niveau européen, puisque la réglementation des cryptoactifs, ce qu'on appelle MiCA, s'est inspirée du cadre français. Et donc, sur le sujet des cryptoactifs, la France a été à l'avant-garde sur le plan régulatoire. Elle a désormais des leaders européens. Et donc, nous voulons continuer de la même manière dans d'autres dimensions qui sont un peu plus émergentes, comme la finance décentralisée, par exemple, ou les NFT, mais on s'éloigne un tout petit peu de la FinTech. Bon, c'est bien parce que vous m'avez lancé sur plusieurs sujets que je voulais aborder avec vous. La partie justement réglementation, fiscalité. Aujourd'hui, sur le projet de loi de finances 2023, tel qu'il a été présenté à l'ADAN, qui représente aujourd'hui les grands acteurs des actifs numériques en France, on nous dit, enfin en tout cas sur le plateau de Smart Tech début octobre, on nous a dit là le compte n'y est pas. Est-ce qu'il y a des amendements qu'il faut absolument défendre pour que les propositions de l'ADAN pour une fiscalité plus simplifiée, mais aussi plus protectrice pour les investisseurs et les acteurs, est-ce qu'il y a des amendements que vous allez défendre dans ce projet de loi de finances? Parce que là, visiblement, aucune des 10 propositions qui étaient faites par l'ADAN au cours de l'année, alors que
il y a eu des consultations très régulières avec Bercy. Pour l'instant, elles n'ont pas été retenues. Non, il y a des échanges très réguliers depuis de nombreuses années avec la DAN, qui a d'ailleurs contribué à ce qu'on puisse bâtir ce cadre régulatoire qui a inspiré le reste de l'Europe. Ce sont des objets compliqués, hein, les cryptoactifs, la finance décentralisée, les NFT. Ils suscitent des inquiétudes, ils suscitent des questionnements. Mais c'est par la discussion, par la concertation, que progressivement, comme nous l'avons fait pour les cryptoactifs, nous trouverons la bonne manière d'encadrer ces marchés pour leur permettre aussi de se développer au niveau européen. Bon, donc le dialogue va continuer, se poursuivre. Vous avez peut-être avancé sur des choses concrètes en 2023, en tout cas la DAN l'espère. Sur la partie régulation, c'est aujourd'hui 2 autorités quand même qui régulent ce marché des cryptoactifs. Et ça, les acteurs en sont plutôt contents parce qu'au moins ça permet de faire le ménage sur les bons prestataires et puis ceux qui ne jouent pas le jeu des règles. En revanche, il reste visiblement pas mal de PSAN qui agissent de manière illégale encore en France. Est-ce qu'il y a un ménage qui est prévu? Est-ce que la vis va davantage se resserrer sur eux? Je ne crois pas que les régulateurs français soient réputés être laxistes. Et donc, Il y a eu une radiation d'ailleurs récemment d'un des PSAN. Hein. Oui, et je leur fais toute confiance pour faire ce travail. Une nouvelle fois, l'esprit qui a présidé à la conception de cet enregistrement et de cet agrément PSAN, c'est celui d'avoir suffisamment de flexibilité pour laisser se développer l'innovation et suffisamment de protection pour que les investisseurs, les épargnants, les consommateurs puissent s'engager sur ces marchés en pleine confiance. Et donc l'ACPR et l'AMF, j'en suis convaincu, seront très attentifs à ce que les règles éditées, qu'elles ont éditées soient pleinement respectées. Alors, vous connaissez bien cette question du financement de l'innovation, parce que vous avez mené des travaux de recherche dessus, vous avez une formation d'économiste, vous connaissez bien la finance. De quoi ont besoin, selon vous, ces startups de l'écosystème crypto? Et jusqu'où l'État a un rôle à jouer, finalement, pour elles? Les startups de l'écosystème crypto, bon, il y en a une variété, si l'on peut dire. Celles qui ont le besoin justement que la puissance publique intervienne, notamment pour dessiner le cadre réglementaire, pour adapter certaines de nos règles à ces nouveaux objets, à ces nouveaux usages. C'est notamment la finance décentralisée, c'est notamment les NFT. Nous avons lancé avec Bruno Le Maire et Gabriel Attal une mission de l'inspection générale des finances pour passer en revue les usages des NFT et explorer les pistes régulatoires qui pourraient être adaptées. S'agissant de la finance décentralisée, nous avons des discussions avec les acteurs pour identifier là où effectivement il y a une absence ou de règles, ce qui crée une forme d'incertitude à la fois pour celui qui est le producteur du service et celui qui en est le consommateur. Donc je crois que c'est là où la puissance publique est évidemment attendue. Et puis évidemment, comme pour toute start-up, comme pour toute entreprise innovante, eh bien, les entreprises de la fintech en général, celles des cryptos, du Web3 en particulier, ont besoin d'un climat qui soit favorable à l'innovation et au développement. C'est ce qu'on a essayé de faire depuis 5 ans. Je crois que ça a plutôt pas mal marché en France. On avait l'année dernière un record historique de création d'entreprises, presque 1 million. On a eu des levées de fonds records jusqu'au premier semestre de cette année. Je crois qu'on a battu déjà le record de levée de l'année dernière, alors qu'on n'est même pas encore à la fin de l'année. Et tout ça, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'une action résolue des pouvoirs publics, de la BPI, pour encourager le développement des startups innovantes. C'est vrai qu'on a un écosystème là qui est vraiment très vivifiant quand on le regarde. Et là, vous allez vous adresser directement à eux. Alors, on est à Paris. Pour autant, quand même, l'histoire des startups, ça se passe aussi en région, dans les territoires. Comment est-ce qu'on peut davantage resserrer les liens entre les collectivités locales et cet écosystème start-up? Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a un certain nombre de défis qu'on va devoir relever ensemble. Il y a évidemment celui de la transition écologique et de la sobriété. Bon, l'été qu'on vient de traverser nous l'a rappelé. Mais il y a également des enjeux de territorialisation et de féminisation. Pour la territorialisation, il s'agit d'abord de bien faire comprendre à nos concitoyens, à toutes celles et ceux qui regardent cet essor de la tech avec parfois quelques questionnements, quelques interrogations. Est-ce que ça ne bénéficie pas qu'à Paris? Et donc leur montrer que beaucoup de nos grands champions
sont des startups devenues licornes qui ont leurs racines dans nos territoires. Je pense à Ledger, par exemple, qui est basé à Vierzon. Je pense à Exotech, que j'ai visité la semaine dernière et qui est dans le Nord. On pourrait parler d'OVH également. Et pour le faire, eh bien, je crois qu'il faut qu'on puisse se déployer. Et tout au long de cette FinTech Week... C'est-à-dire, alors comment ça pourrait se passer? Vous savez que la mission French Tech, qui est une mission dont qui dépend de mon ministère, a développé des écosystèmes locaux dans chaque capitale régionale, mais au-delà, y compris dans nos territoires d'outre-mer et à l'étranger. Des capitales et des communautés French Tech qui sont des collectifs d'entrepreneurs, d'investisseurs qui animent localement leur écosystème. C'est une très bonne chose et je constate avec une grande satisfaction que France FinTech a, elle aussi, tout au long de cette semaine, délocalisé ses activités pour se rendre au plus près des territoires. Il va falloir que je vous libère pour votre discours là dans quelques minutes maintenant. Je voulais juste terminer sur, parce que je sais que vous allez rencontrer ce soir ou cette semaine, je ne sais plus exactement, les opérateurs télécoms. Est-ce que pour cet hiver là, on doit craindre des coupures de télécom? Oui, on a demandé. C'est une crainte, oui, en tout cas, on a rencontré les opérateurs télécoms quasi quotidiennement depuis le début de l'été, lorsque le président de la République a lancé son appel à la sobriété. D'abord pour les amener à prendre des engagements, et ils l'ont fait parmi les premiers sur la réduction de la température, la réduction de la luminosité. Ils en ont pris de nouveaux à la rentrée, notamment en ce qui concerne la mise en veille, ou en tout cas l'option de mise en veille des box. Et puis nous travaillons avec eux pour limiter les impacts d'éventuelles coupures d'électricité si elles devaient être décidées en dernier recours, si l'hiver était trop rigoureux, etc. Et pour faire en sorte que l'impact soit le plus limité possible. Parce que là, vraiment, aujourd'hui, tout le monde a besoin des télécommunications. Hein. C'est presque devenu un bien essentiel, on est d'accord? Absolument. Merci beaucoup. C'était Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, qui était en direct sur la chaîne Bismart à France FinTech. Voilà, c'était la diffusion donc de mon premier entretien avec Jean-Noël Barrot, le ministre délégué au numérique et aux télécommunications. Évidemment, je le réinviterai cette fois en plateau dans Smart Tech pour aborder des sujets encore plus vastes. Je précise juste que cette émission a été enregistrée jeudi dernier, le 20 octobre, au France FinTech. Tout de suite, c'est l'heure de notre Tech Talk. On reprend le chemin de notre émission du jour. On va parler de la dissidence avec les méthodes des activistes. Le Tech Talk aujourd'hui est consacré aux cyber-armes des dissidents. Quels sont ces technos qui changent la donne sur le terrain des conflits? On en parle avec Adrien Merveille, expert en cybersécurité pour Checkpoint France. Et bonjour Adrien. Bonjour. Et Fleury-Marie, porte-parole du Parti Pirate. Bonjour. Bonjour Fleury. Je vous laisse dire un mot sur le Parti Pirate, que tout le monde ne connaît pas forcément. Si vous voulez, on est un parti politique, un vrai parti politique français, on me demande souvent, et européen et international. On a des députés européens. On a 4 députés européens, des députés dans plusieurs pays d'Europe et quelques élus en France. Et puis, nous, on est très positionnés sur les questions de démocratie, de liberté individuelle et de partage. Et vous êtes né des questions que pose la société numérique et Internet en particulier. Alors, aujourd'hui, donc, notre sujet, c'est ces technologies au cœur des conflits. Est-ce que dans cette guerre russo-ukrainienne, vous avez vu émerger un nouveau type d'activisme, de activisme, même avec un H, on pourrait dire, technologique? Oui, tout à fait. L'Ukraine et la Russie est un des exemples, mais ce n'est pas le seul. Hein. On a aussi un conflit entre l'Iran et Israël qui a vu émerger une nouvelle forme d'organisation, en tout cas pour les activistes, où on est passé d'un modèle très ouvert, comme on le qualifiait souvent sous le nom de Anonymous. Tout le monde pouvait faire partie des Anonymous. C'était très simple de se revendiquer Anonymous, à des groupes beaucoup plus organisés, beaucoup plus structurés, et en particulier dans les outils qu'ils vont utiliser et dans leur processus de hiérarchie et de recrutement également. Il y a eu la constitution même d'une armée technologique en Ukraine. Oui, alors nous on parle d'affiliation, c'est-à-dire que vu que ces groupes sont drivés par une orientation politique, une conviction politique, on les affilie à des États, puisqu'ils défendent lorsque les États se font attaquer. Oui, parce que là c'est même le gouvernement ukrainien en fait qui a lancé cet appel, qui a appelé à la mobilisation. Une cyberarmée ukrainienne. Ça c'est quand même un phénomène assez inédit, non? Alors,
Inédit, je ne sais pas, certains pays ont des gens qui travaillent dans... Oui, mais peut-être pas avec des appels comme ça lancés officiellement sur toutes les chaînes de télévision. De cette ampleur, non, c'est assez nouveau. Après, il faut bien comprendre que c'est des groupes qui sont organisés pour créer des dégâts et qui ne sont pas forcément sponsorisés par des États. Même si certains pays ont des cyberarmées, il y a beaucoup de groupes qui sont affiliés à des pays qui ne font pas partie de l'État, ou en tout cas pas officiellement. Comment vous avez perçu la constitution de cette IT Army ukrainienne ? Du côté du Parti pirate, comment vous observez ce phénomène ? Donc, de très près, d'ailleurs, enfin de très près, parce qu'on a des membres du Parti pirate qui sont allés sur place et qui sont allés donner un coup de main aux Ukrainiens qui subissent aujourd'hui cette attaque russe. On observe ça de très près et avec beaucoup d'intérêt, parce qu'on voit aussi l'émergence de nouveaux systèmes de communication et surtout l'utilisation des systèmes de communication chiffrés. Et donc, nous, ça nous permet aussi de voir sur le terrain en temps réel, dans une situation de guerre, de conflit, l'utilisation de réseaux chiffrés qui sont sécurisés et qui permettent la mise en place de... C'est une vraie démonstration finalement de l'utilisation des technologies au service de la dissidence, de la liberté, de la lutte contre des dictatures. C'est-à-dire que là, c'est la preuve par l'exemple quand même ce qui s'est passé en Ukraine, ce qui se passe d'ailleurs encore en ce moment. Oui, ça nous montre bien que c'est important d'avoir un réseau Internet décentralisé qui ne soit pas géré par l'État et qui soit utilisable par n'importe quel groupe, par n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance, même dans un cas de conflit. Alors même si là, effectivement, comme c'est un appel gouvernemental, est-ce qu'on peut encore parler d'activisme ou est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose de très encadré ? Quelles sont les méthodes qui sont employées ? L'outil, nous, qu'on remarque le plus, c'est Telegram, puisque c'est un outil qui permet... Alors pour le coup, Telegram, c'est russe, on est d'accord ? Ça a été créé par un Russe. Après, c'est un algorithme de chiffrement qui garantit la confidentialité des échanges. Et ça pose pas de problème à l'IT Army ukrainienne d'utiliser Telegram ? Puisque le protocole est chiffré de bout en bout, il n'y a pas de risque d'interception, ou alors il faudrait des processus de calcul énormes pour y arriver. Et c'est, on peut dire, impossible aujourd'hui. Telegram est aussi beaucoup utilisé parce qu'il est anonyme. On n'a pas besoin d'avoir un compte chez un opérateur avec son vrai nom. On peut acheter une carte SIM, se donner un pseudo et télécharger Telegram et l'utiliser. Et le troisième critère qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas de limite dans la taille des groupes de conversation. On peut aller jusqu'à 30 000, 40 000. Enfin, il n'y a pas de limite. Donc c'est un outil qui est parfait pour s'organiser ? C'est un outil qui est... parfait, je ne sais pas, mais en tout cas qui est utilisé aujourd'hui pour s'organiser. De manière discrète. Et on observe un abandon de ce qu'on appelait le dark web, ce qu'on appelle toujours, ça existe toujours, mais vers ces outils-là, parce que beaucoup plus simple à utiliser, beaucoup plus grand public, et qui garantit la même confidentialité. Il y a une forme d'organisation justement spécifique au sein de ces groupes d'activistes ? Oui, tout à fait. On a observé une vraie forme de hiérarchie, avec des gens qui donnent des consignes et des équipes qui sont appelées squads qui vont effectuer une tâche bien spécifique dans le cadre d'une cyberattaque, par exemple. Un peu comme être organisé une armée classique. Je le comparerais plutôt à une entreprise avec un manager, quelqu'un qui prend des décisions et des équipes qui vont relayer l'information et chacun avoir sa part de responsabilité dans le travail. Avec des actions de communication même de la part de ces groupes. Avec l'utilisation des réseaux sociaux, beaucoup aussi, on voit beaucoup d'informations qui circulent sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok aussi, de l'armée ukrainienne qui utilise régulièrement les outils de communication plus accessibles pour la plupart des gens. Donc, oui, vous avez des groupes d'activistes que vous suivez en particulier ou que vous accompagnez ? Alors, au sein du Parti pirate, probablement, mais je ne les ai pas en tête. Nous, on suit beaucoup ce qui est publié par un journaliste qui s'appelle Cédric Mass, qui fait un grand... à chaque fois, tous les jours, il résume tout ce qui se passe en Ukraine et c'est déjà très intéressant. Après, non, nous... J'ai pas de nom en tête, désolée. Et comme type de soutien, parce que si on a envie de soutenir des actions ou des groupes, qu'est-ce qu'on peut fournir ? Parce que les appels
de l'Ukraine à l'armement, bon, ça c'est assez classique, mais de quoi on a besoin comme arme, comme outil supplémentaire quand on est un cyberactiviste dissident ? Je pense que nous, en tout cas, ceux qu'on suit, la principale critère dont on a besoin, c'est d'avoir des compétences en hacking pour pouvoir fournir des services et faire partie de ces groupes dont la principale motivation est avant tout une conviction politique. C'est-à-dire savoir, je sais pas, par exemple, une intrusion sur un réseau d'entreprise. Ouais, ou avoir des on a bonnes... un militant qui est un réseau, un militant pirate, enfin en tout cas un militant connu en France, qui a un réseau de radio pour diffuser du métal sur la radio russe, en fait, directement. Donc ça peut faire... C'est pas Bluetooth, ça ? Si, j'ai reconnu. Mais il a fait ça, il a réussi à hacker la radio russe, à diffuser du métal. Donc c'est des attaques, enfin c'est du harcèlement en fait sur la Russie. Ça fait partie des choses qui peuvent être intéressantes à faire. Après c'est vrai qu'il faut des connaissances assez importantes dans le hacking. Par exemple, il y a un groupe qu'on suit qui s'appelle From Russia with Love, oui. qui dit avoir créé son propre moteur de ransomware, donc avoir créé son propre malware pour venir infecter des sites gouvernementaux ou des entreprises. Alors vous, Checkpoint, je ne vous ai pas laissé d'ailleurs dire un mot sur votre entreprise. Vous êtes un expert de la cybersécurité dans le monde. Pourquoi vous surveillez en particulier ces groupes d'activistes ? Alors, Checkpoint est une société qui vend des mécanismes de protection à des entreprises et à la marge du grand public. Et notre vocation, c'est d'être capable de fournir le meilleur service de sécurité et d'être capable de protéger du mieux qu'on peut ces entreprises. Et on compare souvent ce métier à la technique du chat et la souris entre ceux qui fournissent des services de protection et les hackers, parce que c'est un petit peu une course à trouver des nouvelles méthodes pour infecter un ordinateur ou un réseau. L'écosystème évolue beaucoup, on a tous des smartphones, il y a beaucoup plus d'objets connectés. Donc il y a beaucoup de nouveautés qui peuvent servir dans un contexte de cyberattaque. Et donc nous, notre rôle, c'est de fournir très vite ces solutions-là pour protéger ces nouveaux vecteurs d'attaque. Et donc, une des méthodes pour arriver à faire cela, c'est justement d'aller un petit peu regarder ce qui se passe dans le côté rouge, quand on parle Red Team, Blue Team, qui sont ceux qui attaquent et ceux qui défendent. Donc on va essayer d'avoir un petit peu des informations sur ce qui se passe côté malveillant pour pouvoir justement fournir des solutions, parfois même avant que les attaques se produisent, pour nos clients. Est-ce qu'il y a des outils vraiment qui changent la donne ? Vous avez cité Telegram. Est-ce qu'il y a d'autres outils comme ça qui changent la donne dans la manière dont vont pouvoir agir les dissidents ? Pas forcément en Ukraine, mais à Hong Kong, on avait eu l'utilisation des réseaux mesh, avec notamment une application qui s'appelait BridgeFi, qui permettait d'envoyer des messages à des personnes qui étaient dans la manifestation, et directement via des réseaux de courte portée, Wi-Fi ou Bluetooth, enfin en l'occurrence c'était du Bluetooth. Et ça peut être des outils qui sont intéressants pour justement changer la donne face aux autorités, où on se retrouve à Hong Kong, où on avait toute une population étudiante qui était en manifestation régulièrement et qui devait s'envoyer des messages. Donc ça permet d'avoir une communication à très courte portée et qui ne soit pas surveillée par les autorités justement. Ouais, c'est un bon exemple. Est-ce que vous mettriez Starlink dans les nouveaux outils qui permettent de lutter contre l'ennemi ? Mais on en parlait juste avant. Starlink, c'est intéressant. Justement, il y a deux niveaux. En fait, il y a Starlink qui est d'un côté, qui est Elon Musk, qui propose de mettre à disposition Internet via des satellites pour les Ukrainiens. Sous la direction du gouvernement états-unien qui a quand même demandé... Ça, c'est un peu, je dirais, la grosse faille dans le système de la dissidence, parce qu'il faut que le gouvernement accepte quand même qu'il y ait des installations. C'est même pire que ça, c'est qu'il faut que le gouvernement demande, parce que Elon Musk, il a beau être quelqu'un de très riche, etc., c'est pas lui qui a décidé tout seul dans son coin en disant « oui, moi je vais aller aider l'Ukraine ». En fait, c'est les États-Unis qui ont un peu imposé. Si demain, les États-Unis reviennent entre les mains de la droite ou extrême droite de Trump, en l'occurrence, on se retrouvera dans une situation où ils risquent de retirer leur aide. Alors qu'il y a d'autres systèmes... Ou en Iran, on voit bien que là, ce ne serait pas du tout possible d'envisager Mais il y a d'autres systèmes le recours à Starlink qui permettent de conserver, de maintenir un Internet décentralisé. Et c'est l'exemple de Télécomics en 2010 qui était le monde associatif autour d'Internet, qui avait remis à disposition de certains États qui étaient sous dictature, justement, où la dictature avait coupé Internet, avait remis à disposition Internet rouvert Internet pour tout le monde, en fait. Donc
nous, on va préférer plutôt, enfin en tant qu'activiste, on va préférer plutôt quand c'est les associations qui remettent Internet à disposition des gens, plutôt que des grandes entreprises dirigées par une personne et soumises Qui aux peuvent États, changer d'avis qui peuvent aussi. changer d'avis à n'importe quel moment, effectivement. Vous avez d'autres exemples significatifs comme ça d'actions qui sont devenues beaucoup plus puissantes, beaucoup plus intéressantes dans le monde de la dissidence grâce aux outils technologiques ? Il y a quelque chose qu'on peut mettre en avant aussi, c'est l'organisation sur la communication par rapport à ça. Et je pense que tous les outils, il y a bien sûr des outils technologiques qui permettent de rendre les attaques plus dangereuses, plus puissantes, plus efficaces. Mais il y a beaucoup d'outils comme Telegram, comme les médias, qui vont être utilisés pour simplifier la communication, l'organisation, et qui ne sont pas directement liés à l'action malveillante elle-même, au sens technologique du terme. Et on parlait de ces médias. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme peut-être comme Elon Musk aussi, qui veut se mettre en avant et au travers de cette communication va récupérer un certain bénéfice. Alors pour Elon Musk, c'est avec un bénéfice commercial sur une de ses marques, mais pour les groupes d'activistes, en tout cas, ça va être une mise en avant qui va les rendre plus attractifs et qui va potentiellement avoir plus de militants qui vont rejoindre leur rang. Sur l'accès aux données aussi, parce qu'on a beaucoup plus d'open data, on a beaucoup plus de données disponibles. Comment ces données aujourd'hui peuvent influencer l'issue d'un conflit ? Vous parlez par exemple de la publication de certains documents confidentiels. Oui, ou des cartes, par exemple. Enfin, on a aujourd'hui accès à des informations, même nous, en tant que citoyens. Je pense par exemple aux maps, aux cartes géographiques, qui sont devenues des outils hyper stratégiques en temps de conflit. Oui, tout à fait. On a observé par exemple un groupe dans le contexte des manifestations iraniennes qui proposait de fournir la carte des actions policières qui étaient en cours, moyennant financement. Tout ça, ça montre à quel point, alors on peut parler du pseudonymat, peut-être pas l'anonymat, mais enfin le pseudonymat, l'accès aux données, l'open data, tout ça finalement on se rend compte comme ce sont des outils de pouvoir pour les citoyens. Oui, des outils qu'il faut se réapproprier aussi et s'approprier aussi et puis bien comprendre aussi. Mais oui, le fait d'aujourd'hui pouvoir utiliser Internet avec un pseudonyme, le fait de pouvoir se connecter et de pouvoir utiliser n'importe quel réseau, comme vous le disiez tout à l'heure, comme Telegram, où on n'a pas besoin de donner son identité et de pouvoir communiquer de cette manière-là, c'est une force aujourd'hui pour les dissidents, pour les personnes qui sont oppressées dans des dictatures, effectivement. Après, ce qu'il faut aussi, c'est vraiment bien connaître et bien comprendre comment fonctionne Internet. Nous, de plus en plus, on a l'impression que de plus en plus de gens comprennent vraiment comment fonctionnent les outils numériques, etc. Mais la plupart des gens vont utiliser Internet n'importe comment et ne pas crypter, enfin ne pas chiffrer leurs données, ne pas utiliser des applications qui permettent de chiffrer les données et mettre à disposition de n'importe quel premier venu, n'importe quelle donnée personnelle. Donc oui. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de possibilités et en même temps si peu de culture pour s'en servir, quoi. On a un électronisme impressionnant en France et dans plein de pays d'ailleurs, enfin partout dans le monde. Et justement, plus on va aller vers une formation aux outils numériques, plus on va former les gens aux outils numériques, à savoir comment fonctionne Internet, comment fonctionne le partage des données, etc. Et plus on va avoir une utilisation saine des outils. Mais encore faut-il qu'on s'y mette, quoi, au bout d'un moment. Alors moi, je vous parle avec un regard un peu positif, en vous disant, voilà, ça nous montre toutes les possibilités, tout ce à quoi on s'aperçoit, pourquoi la liberté d'agir sur Internet est importante en cas de conflit, quand on se retrouve face à un ennemi. Mais d'un autre côté, j'imagine que pour les États, c'est aussi le signal qu'attention, il faut davantage resserrer la vis sur les réseaux, sur les technologies, sur la disponibilité des outils. C'est la complexité quand on se retrouve... Enfin, il y a plusieurs niveaux. Quand on se retrouve avec un Internet qui est contrôlé par l'État, là, c'est un vrai problème aussi. Donc, il faut faire attention à pas non plus laisser une centralisation par l'État des outils à notre disposition.
parce que ça voudrait dire qu'il faudrait retravailler encore sur la décentralisation. Et là, on est dans un système, normalement, Internet est neutre, est censé être neutre. À partir du moment où on va perdre cette neutralité du net, bien sûr, ça peut être dangereux pour des États, ça peut être dangereux pour des gouvernements, ça peut être... mais c'est important d'avoir cette neutralité. On peut pas, et on ne doit pas sortir de la neutralité du net sous couvert de protéger les citoyens. Au contraire, il faut les former, les citoyens. Vous diriez que l'activisme a vraiment changé aujourd'hui ? Il s'est transformé, en tout cas. Il s'est transformé, il est plus conséquent, il est beaucoup plus structuré. Je parlais de l'organisation dans les groupes. Il y a aussi des process de recrutement qui sont comparables à celui d'une entreprise. Comment est-ce qu'on aujourd'hui. recrute des activistes ? On recrute des H. activistes avec déjà des tests de présélection pour essayer de comprendre un petit peu leurs compétences. Il y a un petit peu de social engineering pour savoir si ces personnes ont déjà été exposées sur Internet. Est-ce qu'elles sont connues de certains services dans certains pays. Et ensuite, donc il y a candidature, il y a entretien, comme une société un petit peu classique. Alors, il y a un outil qu'on n'a pas évoqué, c'est le data poisoning. C'est-à-dire, en fait, d'inonder de fausses informations pour pourrir, justement, l'information et ne pas la rendre possible, ou aussi pour masquer des informations personnelles. Est-ce que ça, c'est finalement l'arme la plus efficace aujourd'hui pour protéger sa vie privée, l'e-data poisoning? C'est efficace. C'est efficace. Ça demande un gros travail. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Il faut avoir une bonne connaissance des outils, une bonne connaissance des réseaux et avoir beaucoup de monde, j'imagine. J'imagine, parce que je ne peux qu'imaginer pour le moment, n'ayant jamais pu faire ça. Mais, vous avez constaté ça, ce type de pratique aujourd'hui au sein des groupes activistes? Alors, les groupes activistes sont vraiment très hiérarchisés et en général, l'une des consignes sur ces groupes, c'est justement de faire ce qu'on demande de faire et pas... les informations viennent d'en haut et ne remontent pas d'en bas. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a remarqué particulièrement. C'est plus... on suit plus des groupes qui s'organisent dans un contexte de cyberattaque avec des cibles précises. Ça se professionnalise, quoi. Merci beaucoup, Adrien Merveille de Checkpoint France et Florie-Marie du parti Pirate France aussi. Merci beaucoup. Juste après la pause, on parle de biomimétisme. Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smart Tech, votre quotidienne sur le numérique et l'innovation. Et restez avec moi, Florie-Marie, qui est porte-parole du parti Pirate, avec qui on a parlé de cyberdissidence. Et là, on change complètement de sujet, Florie, puisqu'on va s'intéresser au biomimétisme avec Félie Vigneault, analyste scientifique chez Bioxégie. Bonjour Félie. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous allez nous intéresser au ver de terre. Ver de terre qui inspire visiblement grandement les ingénieurs. Peut-être on va commencer par préciser quelles sont ces qualités intéressantes du ver de terre. Effectivement, ouais. Alors pour mettre un peu de contexte, donc le ver de terre est une espèce qui vit un peu partout sur Terre, notamment dans les sols plutôt tempérés, tropicaux. Alors il faut imaginer que lorsque dans un champ, par exemple, il y a près de 50 à 400 individus par mètre carré sous vos pieds. Donc c'est énorme, mais heureusement parce que même si c'est un peu repoussant comme espèce, c'est vraiment essentiel à la vie sur Terre pour deux raisons notamment. Tout d'abord parce qu'il participe, en creusant ces galeries, il va participer à mélanger, aérer, structurer le sol, d'une part, et d'autre part parce que en fait, en avalant la terre au fur et à mesure qu'il avance, il va consommer en fait de la matière organique qu'il va participer à décomposer. Il va décomposer cette matière organique en matière minérale. Donc voilà, maillon vraiment essentiel dans la biodiversité, dans la vie des sols. Donc son habitat, c'est la terre. Ouais. D'accord. Son mode de déplacement. Il rampe, mais pas n'importe comment. Et d'ailleurs, voilà, c'est assez fascinant comme beaucoup de choses chez cet animal. Mais donc, pour ramper, en fait, si vous voulez, il a un mode de contraction un mode de contraction asynchrone. Donc, c'est-à-dire que faut un peu voir la morphologie d'un individu. C'est un corps mou composé de segments circulaires. Et dans chacun de ces segments circulaires se trouvent de nombreux muscles, en particulier des muscles longitudinaux. Et donc en fait, ces muscles longitudinaux vont se contracter un à un. Donc si vous voulez, lorsqu'il va se déplacer, il va commencer par avancer sa tête, donc en allongeant son muscle. Il va ancrer sa tête dans le sol, puis contracter ses muscles longitudinaux justement. En contractant, il va venir espacer la terre autour de lui, en repoussant la terre autour de la tête. Et en contractant, il va aussi attirer le reste de son corps à lui.
Et donc ainsi, il va venir donc contracter, puis contracter aussi le reste de son corps, le mouvement Se répéter. se répéter. Mais en quoi c'est particulièrement adapté justement à l'environnement dans lequel il évolue? Eh bien, effectivement, c'est adapté en fait parce que ça lui permet de se faufiler en créant une petite galerie. Il n'a pas besoin de déplacer un énorme volume de terre. Ça le rend très flexible, hein. Il a un corps mou et donc peut être très, très habile dans son environnement. Et enfin, c'est très facile de creuser comme ça parce qu'en fait, il décuple sa force. En fait, en creusant comme ça, il peut soulever jusqu'à 60 fois son poids. Ah oui, quand même. Et alors donc, vous allez nous parler là d'un robot qui a été inspiré du ver de terre. Tout à fait. Alors c'est l'entreprise américaine, le géant américain General Electric, dont les ingénieurs se sont intéressés à cette espèce pour avoir un robot creuseur. Un robot creuseur en fait pour aller inspecter et réparer, réaliser les maintenances de matériel et d'appareils souterrains. Alors comment ils travaillent? Racontez-nous. Ouais, effectivement. Alors en fait, eux, ils sont intéressés justement à ces muscles longitudinaux dont je vous parlais. Comment est-ce qu'ils se contractaient et se décontractaient pour faire avancer l'espèce. Et donc là, vous pouvez Alors voir... là, je mets mes lunettes pour le voir. Vous pouvez voir en rouge, en fait, un muscle pneumatique. Donc qu'est-ce qu'un muscle pneumatique? C'est un tube comme ça, dans lequel vous venez insuffler de l'air, donc de l'air sous pression, qui va venir en fait gonfler le muscle pneumatique, tout comme un muscle humain. Et donc ça reproduit le muscle longitudinaux du ver de terre. Et donc il se gonfle, se dégonfle, ce qui le fait avancer comme ceci. Et c'est performant, ça, comme mode de déplacement? Alors en tout cas, c'est très performant pour cette utilisation. Voilà, en milieu extrême, en milieu souterrain, c'est très utile parce que ça vous permet, en fait, tout comme le ver de terre, de creuser une petite galerie. Vous n'avez pas besoin de creuser une fosse énorme pour aller inspecter votre canalisation. Et vous avez ainsi un robot mou, donc qui de nouveau est particulièrement habile, particulièrement flexible pour se déplacer dans ce milieu. D'accord. On n'a pas parlé aussi du cycle de vie du ver de terre, comment il se régénère, son mode de respiration. Effectivement, ouais, il y a beaucoup de choses en fait, très intéressantes et il y a beaucoup de sources de biomimétisme chez le ver de terre. Vous parliez effectivement du mode de respiration, tout comme vous et moi. Le ver de terre a besoin d'oxygène pour alimenter ses muscles, les fameux muscles longitudinaux. Et alors, il ne peut pas en fait juste respirer l'air autour de lui parce qu'il est sous la terre. Et donc, comment est-ce qu'il fait? Il a développé un système de respiration cutanée, donc par la peau. Et en plus de cela, il a un mucus en fait, qui va protéger son corps pour laisser passer uniquement les gaz environnants, tout en empêchant en fait, toute la terre autour de lui de venir boucher les pores qui laissent passer l'air. D'accord. Voilà, vous parliez aussi du système de régénération. Effectivement, le ver de terre a cette capacité, en fait, lorsqu'on le coupe en deux, de régénérer une partie de son corps. Alors, contrairement à une idée reçue, chaque bout n'a pas fait un deuxième ver de terre, mais en fait, le morceau comportant les organes vitaux va continuer à survivre, puis se régénérer petit à petit. Florie-Marie, ça vous inspire? Ah oui. Le biomimétisme? Mais oui, mais c'est impressionnant le nombre de choses qu'on peut apprendre de la biologie globalement pour faire des choses merveilleuses dans la technologie. Même en termes d'organisation, à travers le réseau, d'organisation dans les univers virtuels, j'imagine qu'il y a beaucoup d'inspiration biomimétisme. Merci beaucoup. Félie Vigneault, c'est votre première dans Smart Tech, bravo. Je rappelle que vous travaillez pour Bioxégie. À suivre, c'est notre chronique Où va le web? Où va le web? C'est donc notre clin d'œil quotidien à ces futurs possibles d'Internet. Aujourd'hui, Eva Bensadi s'interroge sur le métavers, un monde triste ou pas? En tout cas, on va voir tout ce qu'il reste à faire pour qu'il soit enfin attractif. Le métavers serait-il finalement un monde triste et vide? C'est en tout cas ce que révèle un mémo interne de l'entreprise Meta. Oui, vous avez bien entendu, Facebook, rebaptisé Meta il y a un an, le fervent défenseur du monde virtuel et immersif du métavers, admet lui-même que le sien est triste et vide. Il faut dire en effet qu'Horizon Worlds peine à séduire les internautes. Dans un document interne obtenu par le Wall Street Journal, Meta révèle qu'Horizon Worlds compte moins de 200 000 utilisateurs actifs mensuels, alors qu'il espérait atteindre le seuil des 500 000 usagers avant la fin de l'année. Plus embêtant encore, pour le groupe de Mark Zuckerberg, la plupart des internautes abandonnent le métavers après seulement quelques semaines. Quelques passages et ils cessent de se connecter. Même constat du côté des employés de Meta, alors qu'on les invite à s'y rendre au moins une fois par semaine. D'après un document interne toujours, les salariés du groupe ne se connectent presque pas à Horizon Worlds. Ils en parlent d'ailleurs comme une expérience déroutante et frustrante. Et pour cause, pour avoir envie de rester, le réseau social doit être plein, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui lorsque les utilisateurs débarquent dans un désert numérique.
Mais Meta ne baisse pas les bras. Horizon Worlds, c'est tout de même un investissement de 15 milliards de dollars. Le groupe a alors annoncé l'arrivée d'une version web d'Horizon Worlds. Plus besoin d'acheter un casque de réalité virtuelle. Avec l'arrivée d'Horizon Worlds sur PC, smartphone et tablette, il espère attirer donc de nouveaux usagers. Dans le document interne, on apprend aussi que Meta a suspendu le développement de ces nouvelles fonctionnalités. Le groupe se concentre pour l'instant sur l'amélioration de l'expérience utilisateur et la correction des bugs de l'entreprise. Eh ben oui, ce métavers, c'est plein de nouvelles questions qui vont se poser, j'imagine aussi. Oui, des tas de questions, énormément de questions. C'est un univers différent avec un nouveau business, avec de nouvelles technologies qui sont utilisées et des choses merveilleuses qu'on peut faire et aussi beaucoup de dangers aussi. Mais le fait d'avoir une réalité virtuelle différente, d'avoir la possibilité d'aller visiter une nouvelle réalité virtuelle, de rencontrer des gens à l'autre bout du monde et puis le business qui peut y avoir derrière qui peut être très dangereux pour... Il va falloir lui donner du sens, en tout cas un intérêt. Merci beaucoup. C'était Smartech avec, en plateau avec moi Félie Vigneault, qui est analyste chez Bioxégie, analyse scientifique, et Florie Marie du Parti Pirate, porte-parole du Parti Pirate. Merci à tous, on se retrouve demain.